ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Plier le game avec la stratégie des grandes colocations. Avec Emeline Siron du compte Insta Real Imo. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Emeline Siron du compte Instagram Real Imo. Alors, j'ai appris à la connaître grâce à Steven. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Steven de Habreux, c'était le médecin, l'un des premiers que j'avais interviewé sur le podcast il y a plus d'1 an. Donc, c'est un très très ancien épisode et je sais qu'elle connaît Steven. Donc, déjà, c'est comme ça que j'avais appris à la connaître et je l'ai rencontrée lors d'un événement organisé par Jérémy Nadet du podcast Ça fait un bail. Donc on s'est vu en vrai et je me suis dit écoute, super sympa, super souriante, en plus c'est une femme qui a la niaque, il faut qu'elle vienne sur le podcast. Mais en réalité, je ne connais pas les détails de ses investissements, je ne connais pas toute sa vie, comme d'habitude vous le savez ceux qui écoutent le podcast depuis un moment, souvent j'invite des gens que je ne connais pas énormément, mais que c'est pour moi l'occasion d'apprendre à les connaître. Donc, bonjour Emeline, comment ça va ? Salut, ça va, merci pour ce démarrage en fanfare. Voilà. Du coup, en gros, je suis ravie que tu sois sur le podcast. Je sens que ça va être assez inspirant. Je ne connais pas du tout ton enfance, parce que moi, je commence toujours par l'enfance. Donc, je t'annonce la couleur. Donc, j'aimerais bien déjà, pour que les gens ils apprennent à te connaître, d'où tu viens, voilà, entre 0 et 10 ans, on va dire, voilà, le début quoi, de Emeline enfant, où tu as grandi, comment sont tes parents, etc. Pour avoir un peu de contexte de là où tu démarres. Oui, bien sûr. Parce que pour info, je sais que ça va aller haut, les amis, donc accrochez-vous. On commence en bas et ça va monter haut. Alors, bon, déjà, à l'heure actuelle, Emeline, j'ai 30 ans et moi, j'habite à Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Et j'ai passé la majeure partie de ma vie jusqu'à mes 26 ans dans le 95. Voilà, donc j'ai déménagé en réalité qu'une seule fois pour être là où je suis actuellement. J'ai une famille, je dirais, relativement classique. Mes parents avaient un garage automobile, donc ils bossaient énormément. C'était même beaucoup trop puisque j'ai été élevée de façon à être très autonome très tôt. Donc voilà, très indépendante, autonome. Ils partaient à 8h30 le matin et rentraient à 20h30 le soir. Vous voyez pas des matchs, je fais pas partie des enfants qui ont pu faire les cinémas avec les parents, puisque moi ils étaient pas trop là, quoi. Ou plutôt des entrepreneurs qui réussissaient quand même bien, mais Ils avaient un garage automobile, mais c'était un peu je dirais même pas forcément une prison dorée, parce qu'une prison dorée, tu gagnes excessivement bien ta vie. Là, ils gagnaient bien leur vie, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Mais je dirais que si, j'ai manqué un peu de présence, quoi. Ok. Et c'est très certainement ce qui m'a aussi rendu solitaire, parce que j'ai un frère, mais on a 14 ans d'écart, il est 14 ans plus vieux que moi. Donc lui, quand j'étais petite, il avait déjà sa vie, en fait. Ouais. Et donc j'ai grandi un peu comme un enfant unique et un peu solo. Donc très solitaire depuis que je suis jeune. Et j'ai toujours appris à me débrouiller toute seule, et mon père m'a quand même beaucoup formaté, parce qu'on est assez proches, on s'entend très bien, à me débrouiller tout le temps toute seule, à toujours trouver des solutions. Et ça, c'était une obligation. Et en fait, il aimait énormément, là ils sont à la retraite, hein, il aime toujours d'ailleurs le bricolage, les travaux, c'est toute sa vie, quoi. Quand c'était pas dans son travail pour les voitures, c'était pour plutôt la maison. Et ils avaient acheté une résidence secondaire en Normandie. Vous savez, c'est un peu le cliché des semi-parisiens qui achètent une résidence secondaire pour le kiff, en disant on va placer un peu notre argent. Sauf qu'en fait, c'était une ancienne boulangerie. Et je l'ai connue pendant à peu près 20 ans, cette maison. Et j'ai connu 20 ans de travaux. Ouais. Non, mais ça, c'est la blague que je fais aux gens, c'est qu'ils veulent investir en IMO et puis qu'ils se disent, ouais, je vais acheter une résidence secondaire pour investir en IMO. Je fais, non, les gars, en fait, là, t'as juste acheté de bosser sur des travaux pendant toutes les vacances que tu vas prendre dans ta résidence secondaire. C'est ça. Réfléchis Mais là, ouais, quoi. clairement. Et du coup, comme on se voyait pas énormément la semaine, etc., moi, c'était un moyen aussi de me rapprocher. Donc, ça veut dire que je faisais beaucoup de bricolage. J'ai toujours adoré ça, j'ai grandi dedans. Et c'est un monde que j'aime beaucoup.
Donc voilà, un peu pour le contexte de mon enfance, je dirais une enfance assez modeste, classique, des parents qui bossent H24 et très solitaires. Et le rapport de tes parents à l'argent, il était comment? Parce que c'est spécial d'avoir des parents entrepreneurs, j'imagine. C'était comment c'était quoi les discours que tu Euh, entendais autour de l'argent à ce moment-là? alors, ils m'ont toujours inculqué qu'il fallait que je trouve un job pour ne jamais avoir à compter. Et ça, je pense que je l'ai gardé aussi aujourd'hui. Et c'est dommage, hein, mais il y a énormément de gens qui sont là à compter aussi les centimes et les euros parce que ils font les courses, notamment en ce moment avec l'inflation et le prix de ton panier de courses qui a triplé. Et tu les vois en galère, et ça fait mal au cœur. Et ils m'ont toujours dit, écoute, il faut que tu bosses de façon à ce que jamais tu n'aies besoin de vraiment compter pour vivre décemment. Est-ce que eux se considéraient comme des gens qui avaient besoin de compter ou ils se considéraient comme des Non, gens pas du tout. Pas du tout. Ils étaient qui... pas comme ça, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ils avaient pas beaucoup de moments pour dépenser, quoi. Ils bossaient tellement que, bah, ouais, ils gagnaient correctement leur vie. Ils ont essayé de faire des placements, mais en plus, tu sais, c'était pas des placements qui leur rapportaient. C'était plutôt, ils ont fait ils avaient deux résidences secondaires. Mais du coup, ça veut dire 2 fois, tu payes la taxe foncière, la taxe d'habitation, etc., etc. Du coup, ils payaient des impôts alors qu'ils gagnaient pas non plus des masses. Donc, plus tard, j'ai remis le nez dedans et on a corrigé un peu le truc, mais voilà, un peu, j'ai grandi dans l'éducation où faut faire attention, enfin, tu fais attention quand même, il y a une vraie valeur de l'argent. Tu fais en sorte de bosser parce que ils bossaient tellement que de toute façon, ils pouvaient me transmettre que ça comme valeur. La valeur du travail, ça, ils m'ont vraiment bien inculqué. Et par contre, c'est vrai que ça m'a laissé un peu d'arrière-goût où je me disais, bah, et je leur disais aussi d'ailleurs, ça devait être dur quand je disais ça, moi plus tard, je veux pas être comme vous. Je veux pas être comme vous parce que justement, je veux pas passer toute ma vie à bosser H24, à me faire exploser par les impôts et à jamais y profiter, quoi, parce que la vie, je la trouve trop triste, en fait. Et j'aurais dit, moi, je vais trouver un job salarié, ça va être très bien. Et en fait, tu te rends compte que quand tu grattes un peu, les chiens font pas forcément des chats. Et que, voilà, maintenant, ça le fait sourire. Après, il voit aussi que je kiffe ma vie au quotidien et que je profite beaucoup. Et ça lui fait plaisir. Et il me le dit régulièrement, d'ailleurs, même la semaine dernière quand je l'ai eu en ligne. Et il me dit, écoute, t'as vraiment raison de profiter autant parce que moi, je l'ai pas assez fait et ça me fait plaisir que tu puisses le faire, quoi. Ça, c'est cool. Donc voilà, un peu cette dynamique-là. Aussi, quelque chose qui m'a beaucoup répété, c'est un peu faire des choix. Tu sais, il me disait toujours, dans la vie, t'as les loups et les agneaux. Maintenant, tu vas devoir choisir de quel côté tu vas être. Et il faut dire que moi, j'ai été élevée d'un côté très masculin, puisque mes parents étaient donc dans l'automobile. Mon frère, il était dans la robotique automobile aussi. Donc, dès mon plus jeune âge, bah, je passais mon temps dans un garage auto, je savais changer les plaquettes. Bah, je faisais quoi? Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo de voiture et à me bastonner avec mon frère. Donc, j'étais un peu élevée comme un garçon sur beaucoup de choses. Et il m'a toujours appris à être en front. On y va, on y va, on y va. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt cool. Trop bien, trop bien. Non, mais ça donne un bel aperçu. Et du coup, donc, quand t'es jeune, tu dis, je veux être salarié. Et donc, Ouais. tu te dis, je fais des études. Comment ça s'est passé la suite maintenant? Alors, ils ont acheté une résidence secondaire dans le sud, parce que j'ai la famille qui a déménagé là-bas, et ils se sont dit, tiens, on va acheter à côté de Perpignan une maison pour les vacances. Ok. Et moi, j'étais avec eux, et là, on fait des visites. Et les visites IMO, et je me rappellerai toujours, c'est que je vois la nana qui nous fait visiter, et elle avait une grosse bagnole. Et rappelle-toi, moi j'aime beaucoup les voitures aussi, hein. Et là je me dis, ah ouais quand même, ça paye bien ce qu'elle fait, tu vois. Et je la vois, elle était classe, élégante, les petites lunettes, un style, un flow, tu vois, la voiture, tout allait. C'était vraiment le stéréotype, le cliché. Moi j'étais jeune et je me suis dit, ah ouais, mais moi aussi je veux bien être comme ça. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, de un, j'aimais bien un peu les visites, les travaux, le bricolage et tout. Et en même temps, je me dis, j'aime bien son mode de vie. Et je me suis toujours dit, bah, si j'ai une passion dans la vie, je dois trouver un job qui me paye cette passion-là. Bon, j'avais pas de passion particulièrement dingue. Je me suis dit, bah, je vais juste faire un job qui paye et advienne que pourra après. Et donc, je me suis dit, bah, dans ce qui est plutôt lucratif et qui peut me plaire, il y a l'immobilier. T'avais quel âge du coup à ce moment-là? Ah, je sais pas, j'avais 15 ans. Tu sais, c'est les moments où
où on te matraque un peu la tête en disant tu veux faire quoi plus tard 40 fois et tu sais pas. Ouais. Même là, tu vois, je vais de temps en temps avec une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, je fais des interventions dans des écoles avec des jeunes, et les pauvres, tout le monde leur demande et ils savent pas, et ils ont l'impression d'être au bout du rouleau et que c'est les pires personnes sur Terre parce qu'ils savent pas quoi faire, alors que c'est pas grave si tu sais pas, mais bon, voilà. Ouais. Petit message au passage pour ceux qui nous écoutent. Si t'es jeune et que tu sais pas, c'est pas C'est grave. pas Moi, j'avais grave. pas prévu de faire ça, quoi. Donc là, voilà, l'immobilier, et je me lance sur un BTS, du coup, profession immobilière. Je fais mon classique des études. BTS profession immobilière. Là, je me dis, bon, je suis un peu jeune pour aller bosser, je vais faire une licence. Ok, je fais une licence que je fais en alternance. Ok, mais la licence, elle passe vite. Je me dis, bon, je suis toujours trop jeune pour aller bosser. Je vais faire un master. Et puis, 1 an, ça passe vite, donc 2 ans, ça va passer vite aussi. Et donc là, j'atterris, je fais mon master, ça se passe très bien. J'étais dans une entreprise, donc j'étais en immobilier, hein, immobilier d'entreprise. Moi, je gérais des centres commerciaux à l'époque. Et là, je tombe sur une entreprise qui me tue, qui me détruit, mais complètement. J'ai fait 3 burn-out, je crois, j'avais 20 ans. Ça veut dire que on réagit pas tous pareil au burn-out. T'as des personnes où c'est très psychologique. Moi, je sais que c'était physique sur mon corps. Je me retrouvais avec le dos bloqué, un jour, j'ai eu tout le coude, ça redescendait, j'avais l'impression que j'avais un problème aux neurones, tu vois. Ah ouais. Et en fait, ça me bloquait le corps, tellement j'étais mal dans ma peau, j'arrivais plus à me lever le matin, parce que l'environnement de travail était horrible. J'ai vu partir, je sais plus, 16 ou 17 personnes en 6 mois. C'était, Quand tu dis partir, c'est quitter l'entreprise, hein, pas ouais, mourir. Ouais, ouais, on est ouais, d'accord. non, Non, mais quitter ce l'entreprise, serait horrible. ils sont pas morts. T'imagines, à 20 ans, j'ai pas fait la guerre, hein. Mais non, tout le monde partait, c'était le chaos complet, il y avait une atmosphère horrible. Moi, j'étais en alternance, je partais à 18h30, 19h, et on me disait, mais tu comptes ta journée? Ok. Et c'était que des mots très durs, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'était à bac+4, bac+5, c'est ça, dans les Bac eaux-là, plus 5, ouais, c'était mon alternance, bac plus 5, ouais. Donc, à ce moment-là, je me dis, ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Parce que là, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Je me dis, bon, on remet un peu les choses en question, je continue, je vais voir. Donc là, je vais faire de l'intérim. Parce que je savais pas, ça m'avait un peu traumatisée, en fait. Je me suis dit, mais quel enfer, les boîtes et tout, est-ce que tout le monde est pareil? Entre moi, j'étais à la maison avec les parents qui bossaient un max, je vais au taf, et c'est l'enfer aussi. Je me dis, c'est quoi ce monde du travail où personne n'a de vie, et c'est le chaos, quoi. Donc, bon, je me dis, on va voir, et je fais de l'intérim. Par contre, je reste pas chez moi au chômage à rien faire, ça. Donc là, t'as validé ton bac+5, Ouais, j'ai mais tout t'es validé, en mode, nickel. là, je commence pas à bosser tout de suite, en mode... Bah là, c'était plutôt eux, ils voulaient me garder, mais c'était l'enfer, même pas un rêve. Et là, je me dis, ok, par contre, il est hors de question que je reste chez moi à rien faire. Donc, j'ai fait des missions d'intérim. En plus, l'intérim, ça paye plutôt bien. Donc, et je me disais, j'ai pas d'attache de trop longtemps avec une entreprise. J'avais pas envie de me sentir trop loquée, tu vois. Donc, je faisais des 1 mois par-ci, par-là, comme ça, mais j'enchaînais. Vraiment, je restais vraiment jamais à rien faire. Je suis un peu hyperactive sur plein de trucs. Et donc, comme ça, bah, voilà, je prenais de l'expérience. Et en fait, ça m'a permis de prendre des expériences dans plusieurs boîtes, consolider un peu, du coup, de voir bah, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Et puis, à un moment, je suis restée bah, dans une plus grosse boîte, où pareil, tu sais, le truc, c'est que t'as des grosses boîtes où c'est des étiquettes, quoi. T'arrives, ils te regardent de haut en bas, et limite, ah ouais, t'es pas habillé en Chanel, tu vaux pas grand-chose. Hein. Moi, c'était des trucs, et puis dans l'immobilier d'entreprise, ça peut être particulier parfois. Les gens se regardent beaucoup, beaucoup de clichés. Et donc, ben, encore une fois, moi, j'ai jamais été à ma place. En fait, je trouvais ma place dans aucune des boîtes. C'était compliqué, du coup, je me remettais énormément en question. Je me disais que c'était de ma faute. Comme en plus, j'avais pas beaucoup d'atomes crochus avec les femmes, mais que c'est un milieu très féminin, bah, c'était encore plus compliqué. Elle rentrait, elle parlait toutes de leurs enfants, et moi, je me disais, bon Dieu, moi, c'est pas du tout mon truc. Ok, c'est cool, moi, ma dernière séance de sport. Voilà, donc après, on me le reprochait. On me disait, ouais, mais en fait, toi, t'es un électron libre, on sait pas trop quoi faire de toi. Donc, je le vivais pas bien, et puis je savais pas trop non plus, et en même temps, j'étais un peu tête brûlée, où j'étais en mode, on s'en fout, vas-y, on avance, et voilà. Et puis un jour, j'ai trouvé une boîte, du coup en CDI, avec des collègues avec qui j'avais fité, qui partaient dans une autre boîte. On a proposé ça s'est vraiment fait plus de bouche à oreille que en front.
Et là, je suis rentrée dans une société de gestion de fonds d'investissement immobilier européen, où ils étaient 3. Et la boîte, elle démarrait, en fait. C'était le tout début. Tu sais, le début où t'as un bureau, mais t'as même pas d'imprimante, faut aller l'acheter, quoi. C'est ce genre-là. Avec des entrepreneurs. Et là, j'ai passé 3 ans dans cette société-là, de folie, parce que je faisais un job qui m'intéressait, avec des gars archi sympas, où on était dans la finance pure, dans des gros projets. Donc en gros, je faisais la gestion-acquisition d'immobilier de santé à travers l'Europe. Donc que ce soit pour des projets d'EHPAD, de cliniques, établissements psychiatriques, etc. Donc j'allais, je sais pas, 2-3 jours en Belgique, ensuite j'allais en Sardaigne, ensuite je partais à Lisbonne, et ensuite, tu vois, je naviguais tout le temps, donc j'étais tout le temps en voyage. C'était quoi ton métier exactement? Est-ce que toi, tu étais responsable de trouver des biens dans lesquels investir, de gérer? Asset manager, en fait. L'asset manager, alors ça dépend en plus des boîtes, on n'a pas tous la même fonction. Moi, je m'occupais, dans les projets, c'est pas moi qui les trouvais. C'était gestion-acquisition, donc ça veut dire que je travaillais sur tout le projet d'acquisition. Donc, en gros, t'as quelqu'un qui t'apporte le deal avec une présentation, quoi. Donc, nous, on analyse les chiffres, la faisabilité du projet. Là, t'as des entreprises qui gèrent, par exemple, je sais pas, des établissements de santé, nous on achetait les murs, mais t'as des exploitants dedans. Donc il fallait aussi étudier l'exploitant. Est-ce qu'il est de qualité? Est-ce qu'il va pas m'apporter un risque de notoriété? Un risque de ci, etc. Combien est-ce qu'il y a d'ETP? Donc les ETP, c'est les personnels soignants. Est-ce qu'il y a assez de personnel soignant par rapport aux patients ou pas? Parce que sinon, bah, ça va impacter mon chiffre d'affaires et moi, il faut que je sois sûre qu'ils peuvent me payer tous les mois. Tu vois, il y a une vraie réflexion qui n'est pas la même que quand tu achètes juste un appart, parce que là, moi, c'était pas 200 000 euros, c'était plutôt 20, 30, 60, 100 millions d'euros chaque établissement, tu vois. Donc, il y avait un vrai risque avec des grosses due diligence, tout était analysé, on bossait énormément dessus. C'est pour ça que le matin, ça m'arrivait où il me disait, ok, en fait, demain matin, 4h30, faut que tu sois à l'aéroport, tu prends l'avion, tu vas à Milan. Ok, faut bosser sur le projet, tu vas rencontrer, il y a les avocats, il y a tout le monde qui t'attend sur place, on y va. Je passais mon temps avec mon boss, on était ultra proches et en front, quoi. Et on y allait, et on faisait nos échanges, et on rentrait, on dormait à l'hôtel, on repartait le lendemain matin, et c'est parti, tu vois. Et en même temps, c'était crevant. C'était crevant, parce que je faisais des horaires de malade, je courais partout, c'était intéressant. C'était très gratifiant, parce que tu joues quand même avec des très gros montants. Bosser sur une acquisition, enfin, c'est fou quand tu te dis, là, c'est 60 millions. Ok, 60 millions. C'est pas 60 000 euros. 60 millions. Tu rajoutes des zéros. T'as pas le même impact. Moi, j'ai des fonds d'invest derrière, j'ai des gros clients, j'ai des caisses de retraite qui me demandent à qui je dois rendre des comptes. Donc, il y avait un impact. Je faisais aussi des projets de construction. J'ai bossé sur la construction d'un EHPAD de 4000 m² en Italie. Un hôtel pour patients dans le nord, vers Amiens aussi. Tu vois, là, j'avais démarré, mais j'ai quitté avant de finir, mais c'était la réhabilitation d'un collège en EHPAD, à Lisbonne. Tu vois, ce genre de projet. Donc, c'était dingue. En fait, j'adorais mon job. Et du coup, toi, tu avais une casquette un peu d'analyste, c'est-à-dire d'analyser les chiffres, etc. Mais est-ce que tu avais un côté aussi concret où tu faisais du suivi du projet? Ouais, moi je faisais tout le suivi puisque j'avais et le côté chiffre acquisition réglementaire et en même temps le côté terrain puisque je m'occupais en liaison de tout le technique. Donc j'allais sur place avec les auditeurs techniques et je crapahutais sur les toits pour aller vérifier les groupes froids, les problématiques je sais pas, d'alarme, de portail roulant pour que les ambulances puissent débarquer, enfin tu vois, tout ce genre de trucs-là. Ah ouais, donc t'étais vraiment loin, mais t'avais un job de dingue pour une petite jeune. Et en même temps, tu te dis, c'était extrêmement impactant, puisque moi, je faisais les audits techniques. Donc, tu vois, par exemple, sur une toiture qui te coûte X, tu vas te dire qu'elle te coûte 10 ans, donc tu vas l'amortir, etc., s'il reste tant d'années. Mais en fait, moi, tous les travaux qui restaient impactés, après, je les impactais sur le prix de vente. Donc, ça veut dire que dans mon business plan, il y avait, ok, le prix pour les travaux pour X temps, je le réimpactais pour le vendeur. Donc, tous mes prix, je les shootais. Et à moi de justifier le mieux possible pour baisser d'autant plus le prix d'acquisition, augmenter ma rentabilité. Tu vois? Et tu faisais donc partie complètement des gens qui faisaient aussi les négociations avec les vendeurs et tout ça, quoi. Ah ouais. On était 3 en même temps, hein. J'étais au four et au moulin. Okay, c'est ça qui était intéressant. Et avec ça, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller dans des hôtels de luxe, des restos de luxe, tu vois, parce que quand tu tapes sur des gros montants comme ça, t'as aussi une clientèle en face où j'ai vu des cabinets d'avocats à Milan où t'as les moulures partout, c'est dingue, jamais tu crois dans ta vie que tu peux rentrer dans un cabinet comme ça, mais c'est fou. Tu fais des notes de, je sais pas, 150, 200 000 euros à droite et à gauche, tu vois. C'est fou.
c'est bien, mais parce que tu as un autre impact. Non, mais c'est incroyable. Et puis, je trouve ça génial, tu sais, d'avoir trouvé une entreprise qui, en tout cas, ait détecté ton potentiel. Tu vois, parce que c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, t'en as fait plein des entreprises, mais en fait, elles ont jamais capté que Emeline Siron, elle déchirait, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, et là, du coup, bah, t'as vraiment trouvé une équipe avec qui t'as pu déployer ton plein potentiel et apprendre et foncer, quoi. Bah, il faut se dire aussi que, comme je te dis, les boîtes d'avant, c'était des environnements aussi très féminins. Et le truc, c'est que là, j'étais dans une boîte et en plus, on était sur un plateau. La plupart du temps, il n'y avait pas de femmes. Donc, moi, ils aimaient aussi beaucoup, c'est parce que j'ai une mentalité très masculine. Donc, en fait, il y a un truc à dire, vas-y, on va boire une bière, tu me parles, on a réglé le truc, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de galère. Tu sais, personne se tire dans les pattes là, en fait, on fait le deal. S'il faut qu'on aille au bar et qu'on rentre à 3h du matin, on y va, en fait. Tu vois. Et c'est ça qui a matché. Et même à la fin, mes boss, on se disait, quand je suis partie, honnêtement, on pleurait, tu vois, quand je suis on se disait c'était c'était des frères d'armes parce que on a passé trop de temps ensemble et même là, tu vois, je mets de l'émotion quand j'en parle parce que je les aime trop et je les vois d'ailleurs la semaine prochaine. Voilà, même ça fait 3 ans, non, ça fait un peu moins de 3 ans, ça fait 2 ans. Du coup, on se voit un peu moins et voilà, tu vois, c'est toujours pareil. Et du coup, donc là, tu t'es dit, j'arrête ça, j'arrête cette aventure et pourquoi? En fait, en 2019, je me suis dit, bah, les cordonniers sont pas forcément les plus mal chaussés, et moi, je vais peut-être commencer à investir pour moi aussi. Et je me suis dit, c'était une période un petit peu creuse, c'était au début, en fait, parce que j'y suis restée 3 ans, et au début, comme la boîte se lançait, il y a eu des moments où il y avait moins de boulot parce qu'il y avait plus de choses à mettre en place en fond, et donc j'étais un peu moins chargée. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire une opération, ok. Il faut dire que en fait, je sortis d'une rupture très compliquée, puisque j'ai passé 3 ans avec le cliché sur pattes de pervers narcissique. Tu vois, et c'est là où tu peux te dire aussi, c'est les personnalités un peu plus fortes, normalement, bah, qui sont les moins sensibles. Et bah moi, je me suis fait avoir comme un bleu. Et donc, j'ai passé 3 ans d'enfer. Et en fait, c'était super dur. Et après, avec cette rupture-là, plus ça va parce que j'avais du coup un job qui compensait aussi. Mais je rentrais chez moi, tu sais, j'étais déprimée, j'étais au bout de ma vie, etc. Et puis un jour, j'ai une amie qui m'a proposé de venir avec elle pour visiter un bien immo. J'y suis allée et là, j'ai eu un déclic. Ça a fait ding, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est génial. Et j'ai tilté à ce moment-là que ce que je faisais dans mon boulot, là où je m'éclatais, je pouvais le faire dans ma vie perso. Et je me suis dit, ok, bah alors là, c'est parti, quoi. Et donc, en 2 semaines, j'avais signé 2 compromis, 15 lots. C'était la guerre. C'est parti, ok. Tu vois, je sais pas, ça a vraiment déclenché un truc chez moi. Et, Alors, des immeubles, du coup, pour faire... t'as ouais, acheté direct, 2 immeubles directs. Il y en a un des deux que j'ai pas acheté parce que dans mes due deals, ça allait pas et du coup, mon risque était trop élevé. Alors, attends, là, tu utilises des vocabulaires qu'à mon avis, l'audience a perdu. Dans mes due deals, machin. Mes due deals, alors, les due diligence, c'est quand vous achetez un bien immobilier et que vous devez refaire toute l'analyse du bien, est-ce que je l'achète ou je l'achète pas. En gros, ça va comprendre l'analyse de marché, enfin, toute l'étude de marché, l'analyse des chiffres, le business plan. C'est tous les documents qui peuvent vous dire si oui ou non j'y vais. Moi, j'ai en gros dans la tête, c'est comme si j'avais tous les voyants, touc, tu vois. Et là, je me dis, étude de marché, ok, on passe au vert. Ça, business plan, on passe au vert. Réglementaire, on passe au vert. Et si j'ai un point qui est orange, bah là, je vais trouver les solutions. Est-ce que ça se résout? Oui, non. Tu vois, c'est des choix très simples. C'est du oui ou du non. Qu'est-ce que je dois faire pour le résoudre? Est-ce que moi, je peux intervenir ou est-ce que je fais intervenir quelqu'un? Et en fait, tu descends comme ça et ça te permet de mettre le moins d'affect possible et surtout d'avancer dans le projet parce que on n'est pas sans savoir que une opération IMO, ça faut que ça aille vite, sinon bah tu te la fais piquer. Et en plus moi je déteste perdre du temps, donc je préférais faire mon OP, touc, je descends, tous mes voyants sont verts, allez c'est parti, je passe à autre chose. Alors, peut-être pour expliquer simplement à l'audience, je vais essayer de faire une sorte de résumé pour que les gens y comprennent. Mais ça, je me rends compte, c'est que, en fait, t'as pas besoin d'être sûr à 100% que tu vas acheter le bien avant de faire une offre. En gros, tu peux déjà faire une offre, signer un compromis, et après, tu vérifies que tu as vraiment envie de faire l'opération ou pas, et tu peux toujours faire tomber un compromis et l'abandonner. Oui. Juste pour expliquer des gens, parce qu'il y a des gens, des fois, tu sais, ils veulent que tout soit 100% sûr avant de faire une offre, mais Ah en ouais. fait, gars, à ce moment-là, c'est terminé, c'est fini, c'est passé, quoi. Ben voilà, non mais c'est Ça a l'air qu'on se intéressant, parce reparle que... dans 2 ans et que t'auras rien acheté. Donc non, il y a des discussions, il y a des choses qui... Mais il faut aussi dire que quand tu te poses sur une opération,
il faut y mettre du cœur, il faut y mettre une grosse dose d'énergie d'un coup pour faire des pavés de mail de justification de pourquoi tu shootes le prix, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et réglementaire. Et en même temps, moi, c'était déjà établi puisque je le faisais aussi dans mon boulot, mais le moindre document qui manque, en fait, je te shoot sur le prix parce que ton document, il manque. Comment ça, t'es pas capable de me justifier ça, et me justifier ça, et les travaux. Ok, donc les travaux, les fenêtres, t'as pas fait la déclaration. Ok, t'es vraiment sûr que t'as pas fait la déclaration. Donc, écoute, c'est soit tu fais la déclaration, soit moi j'ai un risque qui est de temps sur X temps. Donc, je vais venir imputer le prix de vente avec mon risque derrière. Ouais, excellent. Ah ouais, mais t'as une approche mais d'asset manager en personnel IMO, quoi, j'ai envie de dire, en IMO personnel. Ah, c'est excellent. Ok. C'est ça, ça m'a beaucoup aidé, hein, et c'est aussi pour ça que j'ai réussi à dupliquer les opérations assez rapidement. Et que même mon premier bien, tu vois, il était à 260 000, je crois, et je l'ai acheté à 203. J'ai vraiment dupliqué ce que je faisais dans mon boulot pour moi. Je me rendais pas compte. Et puis c'est vrai que tu sais, quand tu joues avec des gros montants, du 20 millions à droite à gauche, là, 200 000 euros, ça me semblait être une patate, quoi. Je me disais, bon, ok, mon niveau de risque était pas si ouf que ça, mes chiffres sont bons, tout est ok, allez, on y va, c'est parti, quoi. Donc ça, c'est le tout premier. Je me positionne sur ce bien. Là, et là, en fait, j'ai compris. J'ai compris que le premier, déjà, j'ai fait des erreurs. C'est pas parce que j'étais du job que j'en ai pas fait, puisque je me suis fait avoir avec des travaux, des trucs à droite, à gauche. C'est le bien de l'apprentissage, de toute façon, et ça, je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Tu mets le nez dedans, et puis en plus, moi, à cette période-là, j'avais pas Instagram, vraiment. Donc, je parlais à personne, je faisais vraiment mon truc de mon côté. Les boulettes, si je les faisais, et basta, on continue, tu vois. Et en fait, ça a été le premier. Donc là, on est signature le 28 août 2019. Le premier, bon, ok. Là, je me dis, tiens, c'est pas mal. Est-ce que j'en ferais pas un autre? Genre, tout de suite. Donc j'ai signé ensuite une maison que j'ai transformée en une coloc de 7 chambres, 7 salles de bain en mars. On était dans le Covid. Là, je devais signer avant, enfin c'était le bazar. Donc là, on est en plein Covid, donc je signe cette coloc-là avec un an de travaux, bien entendu, puisque ça a dû repousser. Ensuite, en août, je signe 2 colocs, une de 5, une de 6. Là, il y avait quasiment pas de travaux, c'était un divorce. Un divorce, parfait. De toute façon, ce qui nous fait vivre, nous, c'est les divorces et les successions. Donc, tu vois, parfait. Ensuite, en octobre, j'ai signé une maison que j'ai transformée en 4 appartements. Pareil, ça a duré 6 mois à peu près les travaux. Et en décembre, j'ai signé un bien qui fait 220 mètres carrés que j'ai transformé en un co-living de 8 chambres. Donc, tout ça, c'était en 2020. Donc, j'ai tout signé à ce moment-là. Alors, comment t'as fait pour enchaîner les opérations? Ça m'intéresse. Alors, déjà, j'ai fait de la SCI, où j'avais mis mon père dedans. Comme ça diluait le risque auprès de la banque. Ça les rassurait un peu. Comme il était plus âgé, moi plus jeune. Bon, en plus, j'habitais chez mes parents au tout début, mais ça rassurait pas du tout les banques. Donc, j'ai fait ça. La première opération, pardon, j'ai pas mis d'apport. Par contre, les autres, j'en ai mis, tout simplement. C'est que déjà, j'étais dans une période où c'était plus facile d'acheter, je veux dire. Mais en plus, comme moi, j'étais d'un naturel, comme tu as dit, assez solitaire, donc je mettais beaucoup d'argent de côté, je sortais pas des masses. J'avais pas mal d'apports que je pouvais mettre. Et c'est une erreur aussi que j'ai fait, hein, puisque à l'époque, j'aurais pas dû en mettre autant. J'ai mis trop d'apports par rapport au projet. Et donc, voilà, j'ai mis la deuxième opération, j'ai mis 17 000 euros d'apport. La numéro 3 et 4, les deux colocs de 5 et 6, j'ai mis 15 000 euros d'apport. Celle d'après, j'en ai pas mis. Et celle d'après, j'ai mis 8 000. Donc, tu vois, j'ai quand même... Mais en fait, j'ai fait un fonds de roulement d'apport. Parce que comme c'était en SCI, je récupère les fonds, tu vois. J'ai mis l'argent dedans et je suis passée par le compte courant d'associé. Là, t'as tout en SCI ou t'as aussi un peu de nom propre quand même? Non, c'est venu après le nom propre. Au début, j'ai fait que de la SCI, puisque moi, comme je suis un produit de fonds d'investissement, ouais. j'ai créé mon propre fonds à moi, quoi. Okay. Et j'avais uniquement une vision boîte, tu vois, simple et efficace. Je fais une boîte, je fais ça, hop, basta. Là, on arrive donc 2020, donc je fais toutes mes acquisitions. 2021, j'ai géré les travaux. J'ai géré les travaux parce que Dieu sait qu'il y avait des travaux. Il y en avait beaucoup de travaux. Donc là, je me retrouve à faire tout ça. J'ai même à l'époque trouvé une personne que j'ai aidé à monter sa boîte. Je lui ai créé sa SAS carrément. J'ai fait le recrutement avec lui. On a recruté une dizaine de gars. J'ai fait le RH de l'équipe. À dire toi, ok, toi t'es plus ça, tu vas faire couverture plus chef d'équipe. Ensuite toi tu fais ça, toi tu fais le carrelage, toi t'es ça.
Donc je me suis tapé genre 50 entretiens parce que en fait, j'avais confiance en une personne pour gérer mes travaux. Mais à cette époque, j'avais tellement de travaux que si je laissais tous mes chantiers dans les mains d'une seule personne, ça allait prendre 4 ans à faire. Donc je me suis dit, bah, on n'est jamais mieux servi par soi-même, donc je vais lui monter sa boîte, je vais l'aider, et lui, il va travailler pour moi à travers sa propre société dans laquelle je n'aurais pas mis de rond, puisque je voulais quand même pas prendre de part dedans. Et donc je l'ai aidé, j'ai fait les entretiens, j'ai fait les trucs avec lui, il a géré tous mes chantiers, ça s'est bien passé. Malheureusement pour lui, il a eu des petits soucis de santé, donc la société a dû s'arrêter, mais l'année dernière uniquement. Après, bah du coup, 2021, parce que j'ai quand même fait plus de 400 000 euros de travaux hein, sur une année, c'était assez lourd. Et du coup, t'as fait tous tes invests pas très loin de chez toi, ou est-ce que toi, t'es parti loin? Dans le nord de la France, à moins de 2 heures d'Île-de-France. À moins de 2 heures. Donc, C'était ça ton ouais. critère, en fait, quand tu cherchais tes affaires, t'étais en mode moins de 2 Non, heures? j'avais pas de critères à l'époque, c'était l'opportunité. Ok. À l'époque, c'était à 1 heure de chez moi, dans le 80. Je me suis dit, tiens, c'est plutôt pas mal, c'est pas trop loin, j'y vais, c'est parti. Là, comme j'ai déménagé dans le 92, après, bah, c'était un peu plus loin, mais pas grave. Et donc, j'ai juste géré comme ça, je me suis pas posé trop de questions, en Ok. fait. Mais j'ai bien vu qu'au fur et à mesure du temps, là, par exemple, avant, je mettais 1 heure, 1h10, maintenant, je mets 2 bonnes heures. C'est quand même beaucoup plus contraignant quand tu fais 4 heures de voiture dans une journée, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu le max parce que, surtout quand tu démarres dans l'investissement, tu dois aller sur place, tu dois te rassurer, tu dois bien dormir la nuit, tu as un peu d'énergie à y mettre. Donc, si tu tapes, vas-y, le train, la voiture, ça rien, après, t'es rincé, tu rentres chez toi, t'as les nerfs. Donc, ça veut dire que tu le remets sur ton conjoint ou sur tes enfants. Et au final, t'es dans une atmosphère assez négative et ça, je trouve que c'est Ouais. moche à faire porter à quelqu'un, quoi. Et puis surtout sur le long terme. En fait, si t'es dégoûté par tes propres investissements, tu n'en feras pas d'autres. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée, C'est voilà. pas le On est but. d'accord. Tout à fait. Et du coup, en termes de stratégie aussi, t'as pas trop partagé tes stratégies. C'est beaucoup de colocs, c'est ça? Ta spécialité? En fait, c'était pas forcément ce que je visais, puisque le premier, c'était un immeuble de 8 studios. C'est vrai que j'ai commencé direct avec un immeuble de 8. Ensuite, à la base, je devais faire de l'immeuble de rapport. Mais il s'est avéré que dans cette ville, ils ont switché la réglementation. C'était, je sais plus, je crois, 10 jours avant que j'achète. Et donc, ils demandaient des places de stationnement. Donc, bah, je me suis dit, ok, ben, je suis quand même en centre-ville, ils demandent des places de stationnement, c'est pas prévu. Je switchais tout le produit en coloc. Et ça s'est avéré tout aussi rentable, puisque quand tu transformes, bah, par exemple, à la base, je voulais faire 7 studios, mais une seule cuisine au lieu d'en faire 7, tu vois, par exemple, ce genre de choses-là, bah, la rentabilité, elle est aussi présente. Et la demande étudiante était aussi là, surtout. Parce que du coup, c'était une maison que tu pensais découper au départ, et en fait, finalement, Ouais, tu tout l'as à pas fait. découpée, et tu t'es dit, bah vas-y, j'en fais une coloc. Ouais, c'est ça. J'ai pas cassé la tête. Pareil, hein, ma grosse coloc de 8 que j'ai signé en décembre, à la base, je voulais en faire c'était plutôt 6 appartes quand même que 8. Et je me suis dit, bon, bah, ok, c'est pas grave. Co-living de 8 avec des gros espaces communs, on fait un truc stylé, des grandes chambres, et très rentable, quoi. Donc, je me suis, malgré moi, spécialisée effectivement en coloc. Alors que j'étais dans l'immobilier commercial, tu vois. Mais j'ai pas voulu faire forcément l'immobilier commercial parce que, bah, déjà, j'avais fait que ça toute ma vie, j'avais envie de faire autre chose. Et puis, tu sais, c'est toujours plus simple. Même si moi j'étais dedans, c'est plus simple de commencer par l'habitation. Puis après, tu prends goût, tu dupliques. Puis je tapais aussi sur un besoin primaire qui est le besoin de se loger. Et je me suis dit, au moins, j'aurais jamais de galère. On venait de sortir aussi un peu du Covid, où tu vois que bah il y a beaucoup de commerces. Moi, je l'ai vu aussi dans mon business, hein, qui se cassait la figure. Alors je me dis, bah, même en temps de Covid, hein, les gens, ils ont quand même besoin de se loger, donc je vais rester sur ce mojo-là, et voilà quoi. Trop trop bien. Ok, donc je vois. Donc là, en gros, t'as un bon petit parc de plein de colocs. Bah là, donc, on est 2021, je gère les travaux, je me gère les meubles aussi. Il faut pas oublier qu'en même temps de tout ça, j'avais quand même mon job encore. Donc T'avais là, ton fameux job où tu partais loin, etc. j'avais mon job où j'étais partout en même temps, je dormais pas beaucoup. Je t'avoue que ça commençait à se voir sur ma tête que j'étais rincée. Je faisais des horaires de malade. J'avais mon conjoint parce que bah, j'avais trouvé quelqu'un entre-temps où j'ai déménagé avec lui et il me disait bon bah on se voit pas beaucoup quand même hein. Ouais mais je suis désolée j'ai une perceuse à dégainer, des joints en silicone à faire donc je suis pas là ce week-end et donc c'est vrai que pour un début de relation c'était pas forcément évident le pauvre. Et donc là on est en été 2021 et tu sais moi j'ai un petit côté bulldozer où on y va on y va on y va on y va. Et là je me pose. Je me pose et je prends mes chiffres. Je me dis tiens c'est important que je me pose là-dessus.
je refais mon petit business plan consolidé. Donc, ça veut dire que je prends le business plan de chaque opération que je consolide pour voir un peu ce que ça dégage en général. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, c'est cool, c'est cool. Ah ouais, quand même. À cette époque-là, j'avais pas fait les derniers. Je crois j'arrivais aux alentours de 14-15 000 euros de loyer par mois. On est en brut, hein, Ouais. tu retires 50% la plupart du temps. Donc j'arrive là-dessus et je me dis, ok, ouais, c'est quand même pas mal. Et je me dis, je vais pas pouvoir tenir longtemps à ce rythme-là parce que j'étais rincée en fait. Et donc, pendant l'été, je prends la décision en me disant, bah, à la fin de l'année, j'arrête parce que je pourrais me le permettre, parce que c'est bon. Et puis, j'arrive à la rentrée, et tu vois, il y a des dates hein, qui marquent quand même comme ça. On est le 5 septembre 2021, et là, les gars, ils me parlent de tous les projets d'ici la fin de l'année et tout. Là, je leur dis, bon, écoutez, les gars, il faut qu'on parle. C'est le fameux, il faut qu'on parle ou tu vas te faire larguer. Et ben, je l'aurais fait. Je dis, bon, il faut qu'on parle. Je vous aime vraiment énormément. Mais il va falloir que je vole de mes propres ailes parce que là, même si je vous aime beaucoup, tout ce que je fais, je le fais pour vous. Et en fait, j'ai besoin de le faire pour moi. Et ils ont été archi compréhensifs. Hein. Ils ont quand même essayé de me faire changer d'avis plusieurs fois. Parce que toi, t'étais la seule, entre guillemets, du club des 3 qui n'était pas associée dans la boîte. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et bien sûr, il me titillait là-dessus, et tu vas monter, t'inquiète, et tu peux monter, on pourra parler de part, on pourra parler de... Ouais, mais en fait, non, les gars, mon cœur, il est ailleurs, là. C'est mort. Ouais. C'est fini. C'est fini, donc j'aurais dit, malgré tout, quand même, je suis vachement bien avec vous, donc je vais pas partir dans les 3-4 mois, là, tu sais, des contrats. Je dis, on garde un bon 6 mois, donc je pars, c'était en septembre, donc je pars fin février l'année prochaine. Comme ça me laisse le temps de trouver quelqu'un, de recruter, de faire les choses bien, que ça se passe dans l'ordre. On précipitait pas les choses. Moi, je finissais mes travaux, etc. Et tout est ok. Bon, et là, je me dis, ok, bon, ça veut dire que là, c'est la course à lever des fonds parce qu'après, j'ai plus de CDI. Ok. Donc, je suis allée en banque et j'ai levé pour 3 opérations en peu de temps. Donc, un appartement dans le 94 que j'ai signé en mars 2022, du coup, qui est une coloc de 3, et très cool. Un appartement dans le 92 également, qui est aussi une coloc de 3. Je me suis abonnée, du coup. Et une ruine que j'ai achetée et qu'au final je vais revendre parce que les prix des matériaux ont tellement explosé que mon opération elle est moins rentable et que j'ai pas envie de me casser la tête pour rien gagner derrière. Mais voilà, donc quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 850 000 euros en peu de temps, tu vois. Je me suis dit, c'est parti. C'est la course, on y va. Et puis bah là est arrivé fin février où donc je pars, tout le monde pleure, c'est parti, ok, voilà. Et là, je commençais déjà quand même, ça faisait un an, après 1 an et demi, que je partageais sur les réseaux sociaux. Tu vois, mes travaux, ce que je faisais, mais gentiment. Les gens, ils me disaient déjà, tiens, que tu pourrais nous donner des conseils, faire des trucs, je faisais des petits lives, des trucs, mais rien de pro. Et en fait, je parlais avec Thomas. Thomas, qui est mon associé à l'heure actuelle. On s'est rencontrés sur Instagram. Et en fait, à chaque fois que j'allais sur les chantiers, je l'avais au téléphone parce qu'on parlait de private equity. Donc d'investissement dans les startups, dans les boîtes, etc. Pour changer un peu de l'IMO, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui sont un peu dedans. Et on passait des heures au téléphone à piapiater, à raconter des trucs, tout, alors qu'on s'était jamais vu en vrai d'ailleurs. Et puis j'ai fait en mars une soirée sur Paris où je fêtais un peu mon départ, quoi. Parce que je faisais quelques apéros IMO de temps en temps. Et c'est marrant parce que le premier je l'avais fait en juillet, tu vois, on était 40. Ensuite j'en ai fait un en octobre, on était 70. Et la fois d'après on était 150. Tu vois, et tu te dis waouh, mais c'est génial! Et ce fameux Thomas monte, il prend l'avion, il monte, et moi je lui avais dit que je voulais faire du coaching et faire une petite formation, un truc. Il me dit, écoute, si tu veux, je viens t'aider, je viens chez toi à la maison et je viens t'aider pour le tournage. Ok, cool, bah écoute, je me dis, c'est chou déjà, hein. D'où un concurrent, il vient te filer un coup de main comme ça. Parce que lui, il avait déjà fait un peu des trucs de son côté, c'est ça? Parce que lui, oui, il faisait ça. Mais Ok. donc moi je me dis, bon, bah vas-y, il est peut-être juste sympa. Altruiste, le gars. Pas du tout. Et en fait, il débarque à la maison et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait craquer. Et j'ai été conquise par sa méthode. Tu sais, moi, j'aime bien aussi voir la stratégie de la personne. C'est pas juste, t'as fait ça et il n'y a pas de réflexion derrière. Moi, c'est toute la réflexion qu'il a menée pour me closer là-dessus. C'est qu'il est arrivé à la maison, il m'avait acheté un petit cadeau. Il avait également acheté un cadeau pour mon conjoint. Tu vois, et puis on discute, on blabla, t'éloignes le truc. Et en fait, il m'a amené à faire me rendre compte que c'était compliqué. Tu vois, c'est vrai que dans le monde de la formation, etc., et peu importe le domaine, les gens ils disent, bah je pose une caméra, je raconte ce que j'ai à dire et je la vends. Mais pas du tout, tu vois.
Déjà, tu as de la présentation, tu dois avoir un micro, tu dois faire ça, et après il y a le montage. Le montage, ça prend un temps de malade, il y a plein de trucs, etc. Il faut faire des documents, on est de la presse et tout. Et là, il m'amène devant le fait accompli, et moi je tourne 3 secondes, donc déjà je me dis, oh putain, tourner c'est chaud et tout, une caméra. Et là il me dit, bon bah vas-y, maintenant il faut monter la vidéo. Et là je le regarde, je dis, quoi? Comment ça, il faut monter la vidéo? Et puis il me dit, après il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok. En plus, il y avait une grosse soirée la veille, donc je t'avoue que je sais pas, c'était pas évident. Et là, il me dit, bon, écoute, assieds-toi. Ok, je m'assois, et là, il me dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est ça, 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 ça. Et au final, on s'associe. Ok. Bah écoute, j'ai pas réfléchi très longtemps. Lui, il m'apportait des choses très positives, moi également, et on s'est associés. 2 semaines plus tard, je pense que les docs étaient signés, et puis le premier, du coup, la formation, elle est sortie le 8 mai. Ça a été, j'ai tout tourné en 2 semaines, j'avoue, ça a été chaud patate. Et tout a été monté, et en fait, j'ai trouvé une personne qui est très complémentaire à moi, donc j'ai aussi beaucoup de chance, et je pense que dans l'association, il faut que tout le monde fasse très attention, parce que ça peut aller vite. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est communication, front, etc. Et lui, c'est tout le bac. Donc vraiment, le côté commercial, les échanges, voilà, ce genre de trucs-là, administratifs. Et donc, on s'est associés directement. Donc, c'est vrai que je m'attendais, en quittant mon job, à me dire, c'est bon, je suis retraitée, je peux être au chômage, je fous rien de ma vie, limite, je vais sur une île déserte. Le cliché, quoi. C'est, je vais partir sur une île, je vais rien faire. J'avais même dit à mon conjoint à l'époque, ouais, j'espère que ça va pas créer de déséquilibre entre nous, Ouais. parce que, parce que moi, je vais avoir du temps et toi moins, parce que lui, il a sa société aussi. Ok. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je me suis retrouvée à bosser comme une malade, à faire encore plus d'horaires que ce que je faisais dans mon ancien boulot, à être rincée comme jamais, à gérer mes invests, à gérer ci, à gérer ça, mes travaux, ok, faire du tournage. Et en fait, ça a marché du tonnerre. Et du coup, en septembre, parce que je vais quand même aussi amener cette vision très boîte, je dis, bah là, il va falloir qu'on recrute, quoi. Et on est passé donc de 2 à 10 personnes très rapidement dans la boîte. Puis là, d'ailleurs, en ce moment où je fais ce podcast avec toi, je suis dans la maison où j'ai toute mon équipe qui est arrivée, puisqu'on passe une semaine tous ensemble, parce qu'ils viennent de toute la France, puisque je prône aussi dans la société la liberté géographique. Donc j'en ai une qui vient de prendre l'avion, elle revient de Tunisie. Tu vois, j'ai de Strasbourg, Tours, Angers, Aix-en-Provence. Et en fait, là, on se regroupe tous les 2 mois pour échanger, avancer tous ensemble dans la boîte. Et sinon, tout est en télétravail, en visio, quoi. Oh, trop bien. Et j'ai 2 questions là encore là Vas-y. qui me viennent parce que c'est par rapport à la coloc. J'ai l'impression que tu as quand même une vraie expertise de dingue là-dessus parce que tu as Mm. enchaîné ça. Est-ce que pour les auditeurs, tu pourrais donner 2, 3 erreurs ou tips, tu vois, genre en Mm. fait tu crois que la coloc c'est ça, mais en fait c'est pas ça. Tous les préjugés qu'on a sur les colocs. Enfin, est-ce que tu pourrais casser 3 croyances à mes auditeurs sur la Ok. coloc avec ton expérience? Alors, je dirais que la coloc, et c'est ce vers quoi on tend, on se rapproche quand même énormément de l'hôtellerie. Et comme moi, je bossais sur des projets d'hôtel, ça m'a aussi aidé. Ça veut dire qu'il va falloir penser hôtellerie, donc créer des espaces communs pour que les gens puissent être ensemble, mais également des espaces privés assez aménagés pour qu'ils puissent avoir le choix. Il ne faut pas oublier que le choix est donc un luxe, avoir le choix d'être soit avec du monde, soit d'être tout seul. Donc il faut vraiment penser les espaces. Par exemple, tu vois, moi, dans les têtes de lit, à chaque fois, j'intègre des prises, mais également des prises USB uniquement. Uniquement parce que t'es comme dans un hôtel. Et on sait que parfois on n'a pas les têtes des chargeurs et c'est chiant, tu vois. Ce genre de choses-là. Mais je vais aussi amener de plus en plus de services. Par exemple, à chaque bureau, tu as aussi des prises Ethernet qui sont reliées. Parce que si un jour il y a un problème avec la Wi-Fi, il faut que tout le monde soit connecté et que c'est aussi des étudiants, ils ont besoin de bosser, ils aient juste à brancher leur PC et pouf, ils sont reliés en réseau. Tu vois, ce genre de petits détails-là. La coloc, dans les tips que je peux donner en plus, Bah, est-ce que tu as que des étudiants par exemple? quasiment. Oui, 90% d'étudiants, ouais. 95 même. Et à un moment donné, tu as dit 7 chambres, 7 salles de bain. 7 chambres, 7 salles de bain. Ouais, on tend de plus en plus vers un modèle 7 chambres, 7 salles de bain, mais à la base, ces plans-là étaient faits pour des studios. Donc, de tous les cas, j'avais prévu les 7 salles de bain. Et puis après, je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même bien contents d'en avoir une chacun. Tiens, ici, là, j'ai un gros tips. Un gros tips pour la coloc. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes, que ce soit dans une relation de couple
ou dans une relation dans laquelle tu partages ton quotidien. C'est le ménage, la vaisselle, les poubelles. Ok. C'est les mêmes choses avec ton conjoint, ta conjointe. C'est toujours les problèmes des tâches ménagères. Donc, peu importe la coloc que tu fais, tu intègres une offre de ménage avec. C'est une obligation pour le bien-être et l'entente de tous les habitants. Parce que sinon, c'est certain que tu vas recevoir des messages de ouais, mais alors machine de la chambre 3, elle ne fait pas la vaisselle et elle laisse toute sa vaisselle sale au quotidien et j'en peux plus. Et puis l'autre, il a pris des bières, il les a laissées dans l'entrée, etc., etc. Donc moi, j'ai selon le standing de la coloc, je mets du ménage intégré toutes les semaines, où il y a 2 bonnes heures de ménage. Ils font les communs, ils vident toutes les poubelles, ils font hop, c'est fini. Et au moins, ça facilite les relations humaines. Ça, c'est très important. Nickel. Trop bien. Non, mais c'est pas mal des astuces là que t'as données. J'ai ça, j'ai quoi faut penser à mettre des répartiteurs Wi-Fi aussi. Parce que pareil, entre eux, j'ai une coloc de 3, mais j'ai une coloc de 8. Si tout le monde tire sur le Wi-Fi, c'est le chaos, quoi. Donc, pensez à mettre des répartiteurs Wi-Fi. J'ai aussi mis, tu vois, des disjoncteurs. Ça veut dire que chaque chambre est séparée sur mon tableau électrique. Ça a été pensé vraiment côté hôtel. Pas pour les petites, mais pour les plus grosses, oui. Ok. Le truc, c'est que tu sais pas, là, tu rentres pas dans la vie des gens. Et t'en as autant, ils peuvent rincer la play à gogo, et ils tirent énormément sur les lecs. T'en as, alors j'espère que j'en ai pas qui me font pousser de la bœuf dedans, parce que ça pompe beaucoup d'énergie, tu vois. Mais en gros, si demain, il y en a un qui a une galère avec une prise électrique, et que ça me fait sauter les lecs, ça fera sauter uniquement sa chambre, et ça ne fera pas sauter l'intégralité de la coloc. Comme ça me permet aussi d'isoler ceux qui consomment beaucoup plus, et qui peuvent tirer beaucoup plus sur l'électricité, par exemple. Parce que du coup, tu vois qui consomme plus que les autres. Je peux mettre des sous-compteurs, par exemple. Ok. Je l'ai pas fait parce que j'en ai pas eu besoin à l'heure actuelle, mais ça a été pensé pour ça. On sait jamais. Que au cas où tu aies besoin, tu peux se mettre des sous-compteurs. Ouais, moi je joue un peu à la console et je sais que ça consomme. Et je sais qu'il y a des gamers où c'est toute la nuit, tu vois, jusqu'à 3h du matin. Et quand t'as, je sais pas, une coloc de 3 où t'en as 2 qui sont juste dans les études, et ils font rien, ils consomment pas trop, et t'en as un qui fait que consommer à gogo, bah au moins voilà, Ouais, ça c'est se pas, ouais. justifie, et pour les autres c'est plus correct. T'en as qui mettent micro-ondes, frigo dans leur chambre, tu vois, ce genre de choses là. Et parfois ils font une surcharge aussi sur la tension électrique, parce que il y a des aliments, enfin des produits électroménagers que tu peux pas brancher sur des prises, c'est pas le même voltage. Donc ça me permet voilà d'isoler un peu ce genre de choses. Mais et justement, en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que tu mets des frigos dans toutes les chambres ou ça Non. non? Parce que même à 7, ils arrivent à se partager un seul frigo dans Alors, il y a un frigo et un congélateur. J'ai transformé la cave en buanderie. Et il y a, par exemple, 7 étagères avec le nom de la chambre. Et chaque personne a du coup son espèce de garde-manger étagère où Ah il met ses oui, affaires dessus. nickel. Tu vois, c'est un peu classifié. J'en ai qui mettent des frigos dans leur chambre, j'en ai qui le font pas. Ils se débrouillent en fait. S'ils veulent en mettre un, ils en mettent un, mais pas particulièrement. Après, sinon, ça m'expose aussi le voltage de la maison. Moi, j'ai fait en sorte de rester en dessous de 12 volts, parce que sinon, tu es obligé de passer en triphasé. Et c'est chiant, c'est beaucoup plus cher, même pour les tarifs et EDF, etc. C'est casse-pied. Donc, je suis restée en dessous de 12. Voilà. Pour l'instant, je change ma tête, il n'y a pas de problème. Ok. Et ma dernière question. On a parlé du coup de tout ton cheminement là. Et j'aimerais savoir si tu te projettes dans 10 ans, Émeline Siron, là, elle en est où dans 10 ans, tu vois? Genre, comment tu te vois en tant qu'investisseuse, tu vois? Est-ce que tu te vois ultra diversifiée? Est-ce que tu as continué à monter ton IMO? Est-ce que tu as fait autre chose? Et quelle est ta vie, ton quotidien, tu vois? Est-ce que tu es toujours à bosser finalement comme tes parents? Ou est-ce que tu auras une sorte d'autre vie quand même à un moment donné? Je bosse déjà pas du tout comme eux. Ah oui, 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 moi j'ai l'impression. Ah, je vais t'assurer que je bosse pas comme eux. Là, je reviens d'une semaine à Malaga pour mes 30 ans avec tous mes potes investisseurs. Donc, pour te dire, vraiment pas. Dans 10 ans, je pense que je partirai encore plus en vacances. Et déjà, je pars beaucoup en vacances maintenant. Toujours un peu avec ma même team de compagnons, de copains, parce que c'est vraiment des gens que j'estime énormément et à qui je m'entends bien. Avec des enfants, très certainement, j'espère. Et par contre, dans le business, je pense que j'aurais revendu une partie de mon patrimoine immo, que j'aurais fait du roulement, de toute façon de l'arbitrage, j'aurais acheté d'autres choses, des produits peut-être plus importants. Mais après, tu sais, moi j'ai une vision très business, donc je suis plus, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire des trucs. Même si ça marche pas, je m'en fous, la boîte j'essaye, je vois ça marche pas, je la clôture, j'en crée une autre.
Là, je suis en train d'en ouvrir une autre. Je me vois bien avec un écosystème, en fait, de plusieurs boîtes, prendre des parts dans plusieurs sociétés, apporter ce que je peux apporter aux gens. Et tu vois, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place relativement récemment, puisque ça date de peut-être 2 mois, où j'ai compris que j'avais que 2 mains et 24 heures dans une journée, et que je ne pouvais pas tout créer toute seule, et que c'était impossible. Et donc maintenant, je suis plus dans une optique où, bah, autour de moi, j'ai des gens qui sont très bien, qui ont plein de compétences, et qui, bah, soit ont pas forcément les compétences que j'ai, ou des fonds que moi je pourrais apporter. Donc je préfère te dire, bah ok, toi tu veux apporter tel projet, tu m'expliques tout ce que tu as en tête et tout ce que tu as envie de créer. Moi, je te dis si je peux t'apporter telle chose. Je peux aussi mettre potentiellement des fonds dedans. Et en fait, ça en a plus un accompagnement. Je prends des parts, la personne elle continue. Ça me fait aussi une boîte de plus et des expériences et des choses à faire en plus et des synergies avec aussi le reste de mes sociétés. Donc voilà, tu vois, dans 10 ans, je me vois très stable côté famille, comme je peux l'être, entourée comme je peux l'être, en vacances tout le temps comme je peux l'être, et surtout avec une multitude de boîtes. Tu vois, mon père il m'a toujours dit que j'étais un petit côté Mère Teresa. Moi, j'aime beaucoup donner aux gens, je suis très généreuse, et autant dans la vie que dans les conseils aussi. Tu vois, c'est vraiment donner, quoi. Si je peux t'aider, je t'aide. Si tu peux m'aider, tu m'aides. Mais si ce que je peux te donner pour éviter de faire des erreurs ou de faire gagner du temps et qu'on prenne du cash et qu'on en prenne ensemble, tu vois, moi je le ferai, quoi. Trop bien, mais c'est génial. Et du coup, toutes les personnes qui ont aimé ton parcours et ton expertise et qui ont envie de continuer à te suivre, comment est-ce qu'ils peuvent faire où est-ce que tu es le plus active aujourd'hui et comment ils peuvent te suivre, quoi. Et bah sur Instagram, sur le compte Rielimo, REAL-du-bas, IMO, I2MO, ou bien sur le site internet evermind.group, vous pouvez me retrouver également. Mais je suis au quotidien sur Instagram et je réponds à tout le monde, donc avec grand plaisir. Trop chouette. Bon, bah, en tout cas, je pense que ton parcours a inspiré plein de personnes qui nous ont écoutés. En tout cas, c'est incroyable la vitesse à laquelle tu as fait les choses. Ce qui est extraordinaire, je trouve, dans l'épisode, pour faire mon petit truc, c'est ta façon de t'exprimer. En fait, c'est que tu t'exprimes vraiment comme une asset manager, tu vois, quand tu parles d'invest. Tu vois, Oui. tu utilises des mots que moi j'utilise jamais, tu vois, due diligence, enfin, c'est vraiment mon arbitrage, mon machin, enfin, je les utilise, mais Ouais. tu sens que t'as vraiment ce mindset d'asset manager. J'étais formatée, hein. Ah ouais. C'est juste ça, oui, tout à fait. Et puis tu fonces, et puis t'as pas froid aux yeux, quoi, c'est un truc de dingue. Bah, tu sais, parfois, je pense que on a tendance à se poser trop de questions pour rien, et on a surtout tendance à se pas se faire confiance. Mais la société nous crée aussi pour ça. Quand tu vois qu'à l'école, enfin, tu sais, les erreurs, les échecs, tout ça, ça fait peur à tout le monde. Moi, je me dis, les échecs, c'est pas grave, ça se corrige, tu vois, je fais autre chose. Enfin, on avance, on apprend. Enfin, c'est pas un échec, c'est une expérience. Et bah, on continue. Et mon père m'a dit ça toute ma life, et il me le dit encore. Chaque fois que j'ai une galère, il me dit, c'est pas grave, ça te fera une expérience de plus. Et donc, naturellement, je me le dis, et je le dis aux autres, c'est pas grave, ça sera une expérience de plus, tu vois. Et voilà. Ouais, sur le moment, t'es un peu en mode, ouais, bah, super, merci, mais... Super, merci l'expérience. C'est vrai que j'aurais bien aimé ne pas avoir, hein, tu vois, mais en même temps, c'est ce qui te crée, ça crée ton parcours, ça te forge le caractère. Et voilà, faut rester focus, on y va. Et dernier mot à la main, je dirais aussi, choisissez vos batailles. Parce que on peut aussi avoir tendance, et moi aussi je l'ai eu, hein, tendance à se disperser, à vouloir faire beaucoup de projets, beaucoup de choses en même temps. Mais quand tu veux faire un peu de tout, bah tu fais surtout beaucoup de rien. Et donc voilà, choisissez vos batailles. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Eline, d'avoir été sur le podcast. Et puis, je te souhaite tout ton plan qui s'exécute comme il faut. Et puis, à une prochaine. Salut! À bientôt, bye bye!